Donc voilà, donc c'est vraiment un prétexte. Et pour le coup, comme je suis curieux d'un peu tout, toutes les thématiques vont m'intéresser. Alors évidemment, comme je suis journaliste, le hot news, ça fait partie, c'est le b.a.-ba, hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, et ça, il faut le savoir. Et après, derrière le hot news se cache la possibilité, si le temps t'en est donné, si tu trouves le support qui va pouvoir t'aider à le diffuser, de faire du magazine et du long terme. Et ça, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, ça, je l'ai compris direct. C'est pour ça que je suis parti tout seul, sans qu'on me commande, pour faire mes sujets. Et c'est là que j'ai énormément appris aussi. Énormément appris parce que le long terme, c'est toujours vraiment fascinant, quoi. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric Scheiber, un photojournaliste toulousain spécialisé à la fois dans la photo de news mais aussi le grand reportage depuis plus de 20 ans. Dans cet épisode, il va partager son inspirant parcours et de très bons conseils pour durer dans ce formidable métier. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Frédéric et vous souhaite une bonne écoute. Salut Fred, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Frédéric Scheiber, je suis photojournaliste depuis 25 ans sur la région toulousaine. Et en fait, je travaille pour différentes agences ou titres de presse en commande. Et après, je réalise des sujets personnels ici sur mon territoire et à l'étranger aussi, que j'essaye après de placer sous forme de reportage magazine ou alors sous forme d'exposition. Et puis après, je suis aussi enseignant depuis pas mal d'années pour une école de journalisme, où là, il y a le côté un petit peu transmission du métier que j'aime bien mettre en place. Super, on va en parler un peu de tout ça. Reviens au début, comment tu t'es lancé, comment tu as commencé dans ce métier ? Eh bien, d'abord, sur mon parcours, j'ai découvert que j'étais plutôt fait pour le pratique, donc j'ai fait une école de journalisme à Toulouse, le JT, qui m'a permis de tâter un petit peu toutes les différentes thématiques du journalisme, que ce soit presse écrite, l'audiovisuel, la radio. C'était très très intéressant. Et à l'issue de cette école de journalisme, moi j'ai développé la photo. Donc c'était à l'époque où on avait aussi les labos, donc il y avait aussi ce petit côté magie de développer ces films et de ramener en fait en une photo, une information. Au début c'était vraiment pour la PQR et la PHR. Que j'ai travaillé et puis voilà. Et donc ça m'a vraiment permis de me dire c'est la photo que j'aimerais bien développer et j'ai tout mis en œuvre après pour essayer de faire des reportages et notamment de directement partir sur des terrains un petit peu plus à l'étranger après avoir bossé ici sur l'actualité locale. Ok. C'est qui tes premiers clients, tes premiers employeurs ? Alors mes premiers clients, mes premiers employeurs. Moi je travaillais beaucoup en mode je produis tout seul. Donc pendant pas mal d'années j'ai produit, j'ai vendu des photos comme ça au coup par coup. Mes premiers employeurs, on va dire que j'ai commencé, je réfléchis bien, je crois que c'est l'agence Andia et l'UMA et l'agence Associated Press. Voilà, c'est avec eux avec qui j'ai commencé mes premiers employeurs. Donc là c'était des agences. Et après au niveau local à Toulouse, pas trop, c'était vraiment, la Gazette du Midi aussi, c'était un hebdo pour lequel je faisais des portraits et des reportages. Et puis après, j'ai commencé à bosser pour le journal 20 minutes qui s'est implanté à Toulouse en 2004. Donc là, j'ai commencé à bosser pour eux comme pigiste, voilà. Donc c'était mes premiers clients qui m'ont permis de me lancer, ouais. Et après, tu es resté salarié pendant une dizaine d'années, du coup, c'est ça, pour 20 minutes ? Non, alors j'ai été pigiste, j'ai été salarié pendant juste 5 ans pour 20 minutes. Donc à un moment donné, ils ont décidé de structurer les bureaux, les différents, parce qu'il y avait différentes antennes. Et à Toulouse, donc moi j'y étais déjà depuis 5 ans en pige. J'ai incorporé 20 minutes en tant que CDI pendant 5 ans. Ça a été une aventure assez exceptionnelle parce que c'est hyper rare, et je l'avais noté dans mon mémoire, d'avoir des CDI dans le photojournalisme, dans le photoreportage. Et là pour le coup c'était une aubaine pour moi parce que ça m'a permis de me poser un petit peu, parce que l'indépendance c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Ouais, carrément. Tous les deux, on s'est rencontrés à ce moment-là, au moment où tu étais chez 20 minutes. D'ailleurs, j'avais fait un stage de fin d'année avec toi pendant une semaine. C'était assez marrant. Et puis ensuite, donc en sortant de 20 minutes, tu t'es relancé dans l'indépendance, du coup, quelque part ? Complètement. C'était
plutôt aussi intéressant parce que 20 minutes, ça commençait à, à perdre de sa valeur journalistique, éditoriale. C'était un peu, on sentait que c'était en perte de vitesse. Bon, déjà, se séparer d'un service photo, ça veut tout dire, hein, pour moi, c'est important. C'est parti vraiment d'une chaîne, hein, le journalisme écrit, la photo c'est très important, comme le dessin, voilà. Et là, pour le coup, oui, c'était un nouveau challenge qui s'est ouvert vers moi et ce qui m'a permis de me dire, donc j'ai eu un petit peu de facilité parce que j'ai eu un peu de chômage, même si je l'ai pas beaucoup touché, et un congé de reclassement. Ça m'a permis de me former un petit peu et de lancer mes challenges que j'aimais faire avant mes 10 ans de pige, quelque part, un peu en indépendant, où c'était moins dans la recherche alimentaire, mais plus dans la recherche personnelle. Et là, c'est vrai que ça m'a permis de lancer, d'une part, un reportage que j'ai entrepris comme ça sur 6 mois, et d'autre part, de nouvelles approches avec de nouveaux clients, quoi. Tu peux nous parler de ce reportage? Et oui, alors ce reportage, c'est sur la Z de Sivins. Donc c'est un reportage que j'avais vu venir quand je travaillais à 20 minutes les derniers mois. J'avais vu passer un mail, on recevait énormément de mails à la rédac, et j'avais vu passer cette occupation dans la forêt de Sivins, et j'en avais parlé à l'époque à un ami journaliste. Il m'avait dit oui, on pourrait y aller, mais pas sûr que ça fonctionne et tout ça. Puis en même temps, le licenciement approchait, donc bon, moi j'ai fait l'été. Et au retour de Visa pour l'image, je me suis dit tiens, j'avais vu que ça bougeait un petit peu, voilà, qu'il y avait eu des actions sur le site, et avec des collègues, on a décidé d'y aller un jour. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et finalement à le suivre pendant 6 mois. Voilà, parce que c'était un sujet pas très loin de Toulouse, on va dire. Donc c'était possible de faire le sujet de l'aller-retour dans la journée, d'y rester quand même une bonne partie de la journée sur place. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, ouais, sur le début. Voilà. Donc je me suis dit tiens, comme j'ai cette liberté économique, hein, voilà. J'ai pu y aller régulièrement, et ça sur 6 mois en fait. Enfin, je savais pas que ça allait être sur 6 mois, mais j'ai suivi l'histoire jusqu'à, on va dire, sa fin. Voilà, tout à fait. Ouais. On peut dire que c'est fini, tu penses, cette histoire encore? Alors, oui, elle est finie depuis pas si longtemps au niveau judiciaire, au niveau administratif aussi, ça fait pas mal de temps. Donc on peut dire que oui, normalement, il n'y aura pas de nouveaux projets dans la forêt de Sivins. Alors c'est amusant parce que là tu sors un livre sur AZF du coup. C'est pour ça aussi qu'on fait cette interview pour parler de ce bouquin. Et c'est des photos qui ont été faites il y a 10 ans du coup maintenant. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour faire ce bouquin? Alors ce livre sur la ZAD qui précède le livre sur AZF. Oui pardon, j'ai dit AZF mais voilà, Sivins, parce que j'ai sorti un livre sur AZF où il y a c'est les lettres. Ouais c'est ça. C'est un peu des Z. Et donc en fait oui, c'est un travail d'il y a 10 ans. Et il se trouve comme là, on va arriver à l'anniversaire un petit peu de la mort de Rémi Fraisse et de l'histoire de la ZAD, parce que cette histoire a été malheureusement endeuillée par la mort d'un jeune militant écologiste, Rémi Fraisse. Moi, je me suis dit qu'il était bien, vu que j'étais dans ma lancée un petit peu de mémoire photographique des sujets que j'ai suivis. La ZF, c'était 20 ans de travail pour les 20 ans. Et là, ça va faire 10 ans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas envoyer des demandes. J'ai réfléchi, puis j'ai envoyé ça à Corridor Éléphant, qui a bien aimé le projet, enfin les photos en tout cas, et qui est parti sur l'idée de faire le projet d'un livre comme ça, à édition très limitée. Et donc voilà, donc c'est un livre qui va sortir à très peu d'exemplaires, mais qui permet de mettre en valeur ce reportage photo et cette histoire pour qu'elle reste un petit peu en mémoire. Ok. Et donc ouais, je me suis emmêlé les pinceaux parce que tu as fait un autre livre aussi sur AZF, donc une autre histoire qu'il y a eu à Toulouse ici il y a encore plus longtemps, parce que là c'était il y a 20 ans, même un peu plus d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler, savoir qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, qu'est-ce que tu as fait après cet événement-là? AZF, j'étais à Toulouse quand c'est arrivé. Au début, moi, je travaillais pas pour du Hot News en particulier. Je revenais justement d'un voyage et j'étais en train plutôt de préparer mon prochain voyage. Voilà. Donc c'était plutôt pour moi. Moi, j'étais plutôt pas du tout dans la réactivité d'aller faire les photos. Puis on était à l'époque en pellicule ou diapo. Donc les consignes étaient données de rester chez soi. Donc moi, je suis resté chez moi. Voilà. J'avais pas de raison particulière d'aller sur le lieu et pas de commande. Et donc j'y suis allé que le lendemain matin sur le site au-dessus, sur Pech David. Et là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment en premier lieu aux manifestations qui ont eu lieu une semaine après.
Donc moi, comme j'aime beaucoup tout ce qui est social et les manifestations, ça j'en fais depuis beaucoup d'années. C'est les premiers, c'est la base du reportage pour moi. Puis c'est là où vraiment tu découvres voilà la force de la France de pouvoir avoir comme ça des mouvements qui se mettent en place de solidarité, de réflexion, etc., de pensée ou de dénonciation là pour le coup de cette catastrophe. Et j'ai commencé à suivre en fait ces manifs et parallèlement, je me suis avec les manifs justement, j'ai rencontré les sinistrés, j'ai commencé à travailler avec les sinistrés. Après, j'ai demandé une autorisation pour aller sur le site que j'ai eu, ce qui m'a permis de voir le site, de voir tel qu'il était. Bon, évidemment, ça avait été un petit peu nettoyé par les services, mais après les enquêtes. Et puis de fil en aiguille, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai sorti une première histoire que j'avais exposée, par exemple pour les 10 ans. Et puis là, pour les 20 ans, je me suis dit, tiens, je vais en fouiller encore un peu plus. Et là, en fait, j'ai réussi à mettre les procès, voilà, que j'avais traités là pour le coup en commande pour 20 minutes, tout ce qui était les hommages et mémoires. Et donc là, ça a pu réunir en fait plusieurs chapitres pour faire un livre. Donc en fait, voilà, là, je suis parti sur l'idée de vraiment comment dire, d'expliquer quelle était cette catastrophe, ses enjeux, ses conséquences, jusqu'au procès et jusqu'en maintenant la dernière photo. En fait, la première photo a été faite le 22 septembre 2001 et la dernière photo a été faite en 2020, donc c'était il y a 3-4 ans maintenant, mais c'était pour les 20 ans. Voilà. Le fait de sortir des livres comme ça, enfin de transformer ton travail qui était un travail de news, même dont on parle de hot news, d'actualité brûlante, pour un quotidien en plus, quand on fait des photos pour un quotidien, quelque part, c'est un peu comme si tu mettais une durée de vie assez réduite à une photo. Elle va être périmée, entre guillemets, assez rapidement. Parce que le lendemain, il y a un autre journal et d'autres photos, etc. Là, le fait de le faire passer dans un livre, ça représente quoi pour toi ? Et bien justement, c'est là que tu vois qu'une photo n'est jamais vraiment périmée. Parce que, en fonction de la photo, évidemment, elle sert toujours d'archive, que ça soit d'une personne, d'un lieu, d'un événement. C'est la boîte aux archives, quoi. Donc, elle peut toujours ressortir. Il y a des photos qui peuvent être quelque part intemporelles ou réutilisées, voilà, parce qu'elles sont iconiques déjà. Là, pour le coup, je pense que ce qui est intéressant justement, c'était de se plonger. Il y avait ce travail justement qui a été effectué, de se plonger dans ces photos-là et de trouver des photos qui sortent aussi, parce que des fois, quand on fait du news, on fait pas non plus tout le temps. Enfin, on fait des fois, quand on faisait à l'époque pour 20 minutes, 5-6 reportages par jour. Donc voilà. Donc là, c'est là qu'on voit que des fois, quand on est appliqué, ça permet de voilà, d'avoir aussi des visuels qui peuvent se retrouver comme ça dans une œuvre complète. Voilà. Et pas forcément être juste la photo qu'on va utiliser quelques heures ou voilà, qui va être lue et vue et jetée, quoi. Ouais, je faisais écho quand je disais ça sur le côté périmé du jour au lendemain. Après, c'est ce que disait Gérard Rancinan, photographe que tu connais, qui a commencé aussi en PQR avant de faire de la photographie d'art maintenant, parce qu'il a un studio de photo d'art. Et il racontait ça dans le podcast quand il est passé il y a quelques années, où dans ses débuts, il avait fait une plaque il avait fait la une de... Je sais plus ce que c'était la photo, il faudra réécouter l'épisode, mais il fait sa plaque qui fait une dans Ouest France et il est super fier. Et en fait, le lendemain matin, il se rend compte que le journal de la veille sert aux épluchures de patates de sa mère ou je sais plus qui. Et du coup, il se rend compte que la valeur réelle d'une photo dans la PQR à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec tout ça, c'est quoi ton avis sur la question, sachant que toi, tu as connu un peu les périodes de transition importantes pour la photo. Tu as connu le passage du numérique à l'argentique, et puis du numérique à l'iPhone, on va en parler aussi. C'est quoi ton regard sur tout ça ? Mon regard sur tout ça, c'est que ça dépend des supports qui accueillent la photo. C'est-à-dire, en ce qui concerne la presse, à l'époque, tu avais beaucoup plus de gens qui lisaient la presse. Donc les photos, elles s'affichaient, même si elles étaient le lendemain, elles servaient pour les déménagements ou pour emballer le poisson. Elles étaient quand même vues, tu voyais des gens qui lisaient la presse dans les transports en commun, un peu partout, quoi. Là, il y a plus grand monde qui fait ça, puisque maintenant, on est tous sur des écrans. Donc déjà, tout est numérique. Ça, c'est un premier constat. Après, l'évolution, donc voilà, donc on est dans l'évolution numérique à 100%. Là, c'est quasi que du 100%. On regarde ces journaux en PDF. Voilà, tout ça, c'est vraiment la fin du papier. Elle avait été annoncée
Et elle n'y est pas encore, hein, on le voit, il y a des kiosques bien achalandés et tout ça, beaucoup de revues spécialisées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de lecteurs papier, beaucoup moins d'abonnés aussi peut-être, parce que parce que la presse aussi, il faut savoir qu'elle est lue aussi par des personnes un peu plus âgées. Il y a des journaux, ils sont les lectorats, c'est plutôt à partir de 50, 70, 80, voilà, voilà, que des lecteurs jeunes. Donc le constat, c'est ça, c'est que maintenant la presse, pour les jeunes, c'est pas forcément la presse. Donc ça, c'est un triste constat. Donc ça veut dire que c'est les réseaux sociaux. Le constat, c'est ça, c'est que la presse, en fait, elle est obligée de se réinventer. Elle est obligée de trouver de nouvelles facettes. En même temps, elle est chère, le papier est cher, donc c'est compliqué. Puis si l'habitude se perd de voir des livres ou du papier, ben voilà, ça n'entretient pas tout ça. Et si on pense que la presse, elle est contaminée, etc., et qu'elle est d'un pied ou d'autre, ça fait aller sur des réseaux sociaux, et là, ça entretient une espèce de problématique de d'où vient l'information et quelle est l'information, quoi. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ça. Voilà. Sur l'évolution, moi, je vais être plutôt du journalisme, hein, pour le coup, là, je vais être plutôt journaliste, parce que je suis quand même journaliste à la base, que sur le photojournalisme. Parce que le photojournalisme, il a toujours un peu sa place un peu, hein, mais c'est sûr, moins, mais il a sa place dans différents endroits, plutôt des festivals ou des livres. Voilà. Ouais, et puis en même temps, le paradoxe, c'est que vu qu'il y a une multiplication des sources des supports d'information sur le web, sur les réseaux, il y a même des médias qui sont lancés que sur les réseaux, tu vois, Brut par exemple sur Facebook à l'époque, ou d'autres sur Instagram, ou sur YouTube, ou même sur TikTok, et du coup, il y a besoin quand même de ces images. Même si on est de plus en plus sur de la vidéo, il y a quand même besoin de plus en plus de photos. Comment tu l'expliques, toi, ce paradoxe ? Le paradoxe... Toi, le fait qu'il y ait de plus en plus besoin de photos, mais en même temps qu'il y ait de moins en moins de budget pour les payer. Je sais pas s'il y a besoin de plus de photos, parce qu'il y a énormément de photos. Moi, je trouve qu'il y a trop de photos, même. Et il y a trop de photos. Enfin, quand tu regardes sur les plateformes, les différentes plateformes, il y a énormément de photos, quoi. Il y a beaucoup trop de photos, quoi. Et des fois, je pense qu'on est sur photo. Il y a trop de photos. En plus, maintenant, les photos, on voit bien, il y a des sites internet, ils prennent même des captures d'écran, des Google View, des trucs donnés, là, j'ai oublié le nom, sur des photothèques. Non, il y a moins de respect dans la photo, je pense, en tout cas, là, ils ont l'obligation, la plupart du temps, tout ce qui est site internet, d'aller vite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est illustrer rapidement. Donc là, pour le coup, ils ont un choix tellement énorme que ça en devient du n'importe quoi, même, hein. Et il y a moins de qualité, après il y a des légendages qui sont pas bons, etc. Il y a moins de qualité parce que tout doit aller vite, quoi. Voilà. Après, le paradoxe, non, moi après je trouve qu'il y a des revues sur la photo, il y a pas mal de revues sur la photo, hein. Il y a des revues qui se créent même sur le web, des revues PDF qui parlent vraiment de la photo. Non, je pense qu'il n'y a pas de paradoxe, non. Il y a de plus en plus aussi de... Peut-être le paradoxe, c'est au niveau justement du fait qu'il y a de plus en plus de photos et également de plus en plus de photographes aussi, peut-être. En tout cas, c'est un métier qui a jamais arrêté de faire rêver, en fait. Il y a toujours autant de gens qui ont envie de se lancer là-dedans, de devenir photojournaliste. Tu parlais des festivals, Visa pour l'image, on le voit tous les ans. Il y a de plus en plus de monde qui participe, et pas que des badauds qui viennent regarder les expositions, mais aussi des professionnels, des jeunes qui se lancent, qui veulent se lancer là-dedans. Et en même temps, il y a de moins en moins de place pour eux, parce que il y a moins en moins de journaux qui publient des reportages, ou en tout cas de grands reportages. Comment tu l'expliques, toi, ça ? Ça, je l'explique que c'est compliqué. Ouais, c'est sûr que il y a que 52 semaines dans l'année, donc ça fait pas beaucoup de possibilités pour des hebdos, ça fait pas beaucoup de possibilités pour des gros magazines, des longs formats. Donc il y a quand même des structures, des bourses, des expos, il y a des choses qui se mettent en place pour soutenir encore le photojournalisme, mais c'est vrai que si on le regarde dans le panorama de la presse française, on va pas se le cacher, c'est pas énorme et c'est très très compliqué. Et des reportages, il y en a énormément qui arrivent tous les jours de partout. Et après, il y a des choix éditoriaux qui se mettent en place. Donc tout ça, évidemment, c'est très compliqué pour arriver à faire sa place, à durer. Il y en a qui durent, qui sont très très bons, et voilà, qui s'entêtent et qui sont sur des thématiques, voilà. Mais après, voilà, il faut se faire après avec des supports aussi. Hein. Une fois que tu as travaillé pour un support et que tu es avec lui et qu'il te fait confiance, c'est beaucoup plus facile de continuer à produire et à proposer tes sujets, quoi, ou d'être en commande. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Il faut pas lâcher l'espoir. Hein.
Mais oui, il n'y a pas beaucoup de place, pas beaucoup d'élus, pas beaucoup de voilà. Mais faut trouver les bons reportages, bien anglais, avoir une bonne connexion aussi avec les iconographes, les milieux parisiens, je pense, pour arriver à bien vendre ces sujets, quoi. Ouais. Comment comment toi t'as fait pour rester motivé et t'accrocher à ce métier pendant toutes ces années, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que tu t'es lancé et tu l'as dit, il n'y a pas non plus beaucoup de place et au final on le voit aussi à Visa tous les ans, il y a des gens qu'on ne voit plus, qui disparaissent du paysage photojournalistique et qui vont trouver un vrai boulot, je fais des guillemets pendant que je dis ça. Comment toi c'est quoi tes secrets pour rester motivé? Eh bien, je n'ai pas de secret, c'est la passion. Donc au début, pour faire mes reportages, quand je voulais aller en Tanzanie, là, pour faire, voilà, il y a très très longtemps, je ramassais des feuilles mortes, j'avais mis des petites affichettes, je ramassais des feuilles mortes dans des grands jardins pour me faire 50, à l'époque c'était 50 francs de l'heure, mettre de côté pour payer le billet d'avion et les péloches. Et je dirais que j'ai réussi à tenir parce que j'ai eu des bonnes connexions, j'ai rien lâché, je me suis amélioré, je suis tombé au bon moment, aux bons endroits des fois pour avoir des plans boulot. Après on s'est entraidé entre potes, on s'est filé des plans boulot qui ont fait que voilà ça. Enfin voilà, je pense qu'à Toulouse, voilà, pour durer aussi, c'est ça, c'est d'être. Enfin moi j'ai toujours été déjà à l'écoute des différentes publications qui vont se créer. Et voilà, et réglo aussi pour certains trucs, et donc et puis professionnel aussi pour d'autres. Et après maintenant, je t'avouerai que c'est plutôt, en fait, je pense qu'aucun photographe maintenant ne fait que du journalisme, hein. On fait aussi beaucoup de corporate, donc il faut se trouver après différentes structures pour continuer à faire un petit peu de sous, et en même temps de la photo, parce que même si c'est pas du journalisme, il y a toujours la passion de la photographie. Hein, ça sera peut-être pas un événement d'actualité, ça sera autre chose, mais il faut rester, voilà, on fait des photos, voilà, on essaie de s'appliquer pour faire un bon rendu et voilà, alors, évidemment que ça soit dans le respect de mes convictions et tout ça, hein, on va pas non plus faire n'importe quoi. Et donc voilà, moi j'ai fait du corpo, j'en fais encore beaucoup en ce moment, même si pareil, c'est pas non plus génial de tout le temps, mais ça permet de pouvoir continuer à tenir et de pouvoir produire ces sujets, voilà. C'est aussi ça. Donc moi la passion, c'est de me dire, je suis curieux, j'ai envie de faire tel ou tel sujet, je le propose, ça marche pas, et puis des fois je me l'auto-finance, quitte à après ne pas le vendre, hein. Ça fait partie du deal, hein. Si ça plaît pas, si ça tombe pas au bon moment, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais des fois les photos réapparaissent, hein, sous forme d'expo ou d'autres choses. Donc en fait, rien n'est jamais perdu. Puis moi, ce que je me dis, c'est ma passion qui m'amène à ma curiosité à aller vers ces sujets. Et quelque part, si j'arrive à faire ces sujets, je suis content. Après, le but ultime, c'est de permettre à mes sujets, à qui j'ai pris du temps, des fois pour certains, d'avoir comme ça, par le biais de la presse, une voix. Voilà. Moi, je suis qu'un transmetteur d'informations. C'est ça, un journaliste, hein, on transmet l'information. Donc voilà, quand on travaille sur des sujets un peu douloureux, comme il y a certains sujets où on est content de se dire, voilà, ça a servi à quelque chose. Moi, je me rappelle un sujet sur l'arsenic dans l'Aude, voilà, qui a été publié. Il a trouvé sa place, notamment en Médiacité ou dans le journal Boudu. Et c'était toujours intéressant de se dire qu'on avait donné la parole à ces personnes-là qui avaient été touchées par cette catastrophe. Ouais. Ouais, il y a le côté passion, le côté mission de vie presque du journalisme au final, où tu fais ça pour une raison qui dépasse le simple fait d'avoir un métier, un job, un travail, quelque chose qui te nourrit, qui t'apporte de quoi mettre de la nourriture dans ton frigo. Et tu vois, j'ai l'impression que ce qui empêche beaucoup de gens de durer, voire même parfois de se lancer, c'est la peur de pas réussir à en vivre et même de bien en vivre. Tu sais, parce qu'en plus en France, on est en train de revenir dessus, mais moi je me rappelle quand je me suis lancé dans le monde professionnel, on parlait que des CDI. Tu sais, tout le monde voulait un CDI. Aujourd'hui, c'est devenu has-been un CDI. On cherche tous des trucs. Les jeunes cherchent des petits boulots pour ensuite prendre du chômage, etc. Pour voyager, devenir digital nomade. Mais tu te dis, est-ce que toi, tu penses que pour être photojournaliste, il faut absolument tirer un trait sur une vie de famille, et je fais exprès de t'amener sur ce terrain-là aussi, parce que tu fais partie des photojournalistes qui ont eu une vie de famille. Comment on arrive à jongler, tu vois? Comment on arrive à trouver un équilibre et est-ce que c'est
si tu trouves pas cet équilibre, tu peux pas faire ce métier? Non, après, il y a des exemples que tu vois des grands reporters. Je pense à une grande reporter femme qui j'ai l'impression qu'il y a une vie de famille. Je la connais, enfin voilà, mais je les connais pas tous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des vies de famille. Après, ça doit être un peu compliqué. Il y en a qui ont des vies de famille qui partent avec leurs enfants sur le terrain. J'en pense 2 dans ma tête là, de père-fils. Donc c'est possible aussi. Je me dis que ça doit pas être évident non plus pour après certains qui sont vraiment moi après j'ai fait le choix aussi de rester à Toulouse, donc de partir de temps en temps à l'étranger en fonction de mes moyens, etc. Mais je savais que j'allais pas. Je pense que évidemment pour réussir il vaut mieux aller à Paris. Enfin je veux dire c'est clairement ça quoi. Hein. C'est clairement là-bas que tout se fait, les magazines, etc. Si tu veux avoir des commandes régulières. Alors je dis pas que tu peux pas ne pas vivre en province et que ça marche, mais il faut quand même être certainement vraiment très libre de tes mouvements et ne pas te dire ah non ce soir je peux pas monter parce que je dois amener la petite à la piscine. C'est sûr, c'est plus compliqué. Donc oui, dans toute profession, de toute façon. Hein, moi, j'ai fait le choix d'avoir une vie de famille, mais des fois, je me retrouve en reportage avec des sujets avec ma fille sur des, je réfléchis à des reportages où elle a été. Voilà, elle a vu des personnages très médiatisés là il y a pas longtemps. C'était assez, c'est assez original aussi. Donc on peut faire aussi les deux. Mais c'est vrai que oui, en vrai, c'est très compliqué. Et financièrement. Alors vivre que du grand reportage, je sais pas, il y en a qui arrivent, hein, mais ils sont pas très très nombreux, je pense. Hein, vraiment, ils se comptent sur les doigts de pas grand chose. Oui, il faut vraiment, à mon avis, tout le monde est obligé dans ce monde-là maintenant de faire différentes activités. Il y en a qui font du corpo, des livres. Pas faire je pense pas que du photojournalisme à l'état brut, donc en même temps on peut conjuguer aussi une vie de famille si on fait tout ça, quoi. Voilà. Les deux, c'est jouable, je sais pas. C'est en fonction. Si tu penses que... Après, je pense plus ce qui est compliqué, là, par exemple, c'est sur les envoyés spéciaux qui travaillent pour LCI, qui sont en Ukraine, et eux partent en mission, comme je pense à Charlie Nurel, que je vois régulièrement, et eux, ils sont en mission très très longtemps. Là, c'est vrai que la vie de famille, elle est pas du tout possible, on est clair. Là, c'est sûr. Si tu pars 3 semaines, tout le temps, mais si tu fais dans ta vie, sur une année, tu fais 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, et que tu as un couple équilibré ou une famille derrière, à mon avis, c'est possible. Voilà. Je pense, ouais. Carrément. Parlons un peu pour revenir sur la ZAD et sur ton travail, et je parlais du fait que tu avais... t'as connu cette période du passage de l'argentique au numérique. Professionnellement parlant, t'étais parmi les premiers, en fait, à utiliser des appareils photo numériques pour le boulot, faire cette transition-là, qui n'a pas été simple pour beaucoup de photographes au final, parce que c'est 2 mondes différents, techniquement. Et tu as aussi été un des premiers à vraiment utiliser l'iPhone comme un outil professionnel de photo, parce que tu as fait des expositions avec des photos à l'iPhone, tu as couvert une partie de la ZAD de Sivens avec ton iPhone. Pourquoi? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Eh bien, en fait, tout ça, c'est des challenges. Comment expliquer? En fait, voilà, donc tu l'as dit, donc là, on va sur ce 3e livre que je fais, là, qui va sortir sur la ZAD, et donc le premier, ça a été fait avec un Lubitel. C'était sur une station de SDF. C'était avec un Lubitel, donc un Lubitel, c'est un tout petit appareil un peu russe qui prenait le jour. Et il y avait un challenge parce que c'était j'avais pas assez d'argent pour m'acheter le Rolleiflex, ou un autre appareil 6.6 de bonne qualité. Donc j'ai fait ça avec ce petit appareil-là et j'ai fait un bouquin, avec ça. Le second, il y a ce challenge avec AZF où j'ai fait beaucoup de panoramiques avec un Horizon 202. Donc là, c'est très technique, je suis désolé. C'est un appareil russe aussi qui bouge, qui est un panoramique qui fait du 180 degrés et qui bouge en fait. L'objectif bouge. Il est tout en plastique, tout petit, il prend aussi un peu le jour des fois. Enfin, surtout, il mâche un peu les bords des photos. Et voilà, donc quand j'ai été viré de 20 minutes et que je suis parti sur ce délire de la Z de Sivens, au début, évidemment, j'avais mes boîtiers à l'époque, j'avais un X100T et un Canon, pour faire les photos couleurs, etc. Et puis en même temps, j'avais commencé à faire des séries avec des iPhones. Une application qui s'appelle Ipsamatic, en carré noir et blanc, parce que moi, ma première écriture, c'est le noir et blanc, et j'adore le noir et blanc. Donc je me dis, tiens, je vais faire comme à l'époque, où quand on partait en reportage, on avait plein de boîtiers, je me rappelle, quand j'étais en Afrique ou ailleurs, on avait trois boîtiers, et j'avais un petit Minox, toujours avec le noir et blanc dedans, et mes 2 autres Canon FTB, là, avec de la couleur. Et différentes pellicules au niveau sensibilité. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Et en fait, j'ai commencé à faire du noir et blanc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, je vais vraiment angler ma série plus sur mon histoire, avec des détails, avec l'iPhone.
Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, ça a été le challenge de dire, bah tiens, je vais tout faire en couleur pour peut-être la presse, mais en délire perso, je vais tout faire en noir et blanc avec Ipsamatic et mon iPhone 5. Et en décembre, mon iPhone 6. Parce que entre-temps, j'ai changé, je passais iPhone 5 à iPhone 6. Waouh. Et c'était vraiment un challenge, quoi, perso. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas d'idée plus que ça. On savait que la qualité, c'était pas génialissime. Mais c'était vraiment un challenge. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que dans ce challenge, il y avait aussi pour certains portraits, parce que j'ai fait beaucoup de portraits de zadistes, et aussi quelque chose qui déverrouillait, quoi. C'est-à-dire qu'on sortait pas de suite l'appareil, même s'il était petit. Il y avait quelque chose qui passait vachement plus à l'aise. Voilà, ça faisait. Ils voyaient que j'avais des appareils autour du cou quand même. Hein, je veux dire, j'ai jamais démystifié mon rôle de photojournaliste sur la ZAD, hein, clairement. Mais voilà, ça passait mieux. Je leur disais, bah, voilà. Et donc j'ai fait ma série comme ça, tout à l'iPhone. Et c'était un challenge, donc 3e challenge, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu fais des photos au téléphone, les gens sont moins méfiants que si tu as un appareil photo. En plus, il est gros, effectivement. Et c'est vrai que c'est. Enfin, on a parlé tous les deux aussi. Moi, je rentre dans un reportage en Arabie Saoudite où j'ai fait des photos au téléphone aussi. Et c'est surtout en Arabie Saoudite où c'est dès que tu sors un appareil photo, là, tu risques d'avoir la police religieuse qui vient pour te demander qu'est-ce que tu fais, tes papiers, ton visa, etc. Donc c'est encore plus chiant. Mais c'est vrai que même en France, quand tu fais des photos dans la rue, toi, tu fais beaucoup de street photos. Tout est sujet à faire des photos pour toi quand tu vas chercher ta fille à l'école ou je te vois, je t'ai vu faire des photos des fois de trucs parce que tu repères un cadre, quelque chose d'intéressant et les gens sont moins méfiants. D'ailleurs, est-ce que tu as ressenti ça aussi, le fait que les gens sont de plus en plus c'est de plus en plus compliqué de faire de la street photo, par exemple en France, les gens sont parfois agressifs. Ça va au-delà de la méfiance, tu vois, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, il y a longtemps, hein, c'était il y a 10 ans maintenant qu'on avait fait le stage, quand j'ai fait le stage avec toi, tu m'avais envoyé faire un exercice, tu m'avais envoyé sur un marché toulousain pour faire des photos, et tu m'avais dit mets-toi dans la peau d'un photographe qui part en commande pour un grand magazine et qui doit ramener 8 photos pour National Geo sur tel marché. Et en fait, je me rappelle que les gens m'emmerdaient quand je faisais des photos, et je me rappelle m'être pris la tête avec une vendeuse d'épices, ou je sais plus ce que c'était. Je faisais des photos de l'étal d'épices, et elle est venue me voir pour me dire mais d'où vous faites des photos de mon truc, vous avez pas le droit de le faire. Et toi ça t'avait fait rire parce que tu me disais mais ouais c'est normal, enfin c'est normal. Malheureusement c'est rentré comme ça. Comment tu l'expliques toi ça? Parce qu'il y a plein de gens, maintenant les gens, oui, l'appareil photo, il n'est pas du tout perçu comme il était avant, hein, ça c'est sûr, par plein de gens, alors qu'ils sont tous en photo sur Instagram, c'est ça qui est paradoxal. Comment dire? Déjà, je vais répondre à la première question. Moi, j'ai travaillé avec un petit appareil qui s'appelle le Minox. C'est un tout petit appareil, un 35 mm, là, de 8, super bien, que tu mettais dans la poche. Et il y avait ce côté-là, en fait. Moi, c'est plutôt le côté miniaturisé de l'appareil photo. Le truc que tu mets dans la poche, vraiment, et tu le sors, et t'es pas encombré. Et c'est vrai, t'es beaucoup moins repère. Parce qu'il y a des endroits, quand tu vas à l'étranger, des fois, à l'époque, il y a des endroits où tu peux pas photographier, je sais pas, moi, des sites pour eux qui vont être sensibles, je sais pas, ça peut être une antenne de télé en Afrique, t'as pas le droit, tu vois, des trucs comme ça. Et si tu veux faire une image, t'es moins repère déjà aussi pour des trucs comme ça. Donc il y avait le côté vraiment pratique. Et après, pour revenir à ce que tu dis, oui, les gens, ils ont vraiment, moi ça je l'ai vu hein, sur le moment, parce que c'est vrai, j'aime bien la street photo. Je l'ai vu, que les gens, ouais, il y a un côté, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi, ou et puis des récalcitrants, il y en a beaucoup, ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup de plus en plus. Parce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont une image de tu vas finir quelque part, ça va servir à quoi? Des fois on te dit t'es la télé, même dans les manifs, une animosité, il y en a eu dans certaines manifs de plus en plus. J'en ai vu, oui, sur des manifs spécifiques où là vraiment il faut pas faire de photos par exemple, parce que c'est des zones pour eux non photographiables. Il y a des trucs assez bizarres ouais, qui se mettent en place. Et comment réagir? Je sais pas, moi je réagis toujours par un sourire et en expliquant le truc, voilà, qu'est-ce que je fais. Mais c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de mal à garder en trace ce qu'a fait Douaneau, Cartier-Bresson, tous ces photographes-là, si on imagine maintenant, ne serait-ce que par déjà, voilà, le fait que les gens veulent pas trop être pris en photo, donc ça se voit. Et sur le fait que les gens ils sont invisibles limite, voilà, puisque voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner plus tard. Voilà, quel va être le. Puis après, moi je me suis dit qu'il y avait voilà des limites, c'est la série, ça à faire, c'est aussi que quand si tu regardes dans la rue, maintenant ils sont tous sur leur téléphone. Donc en fait, quelque part, ils te voient pas faire des photos. Le problème, c'est que tu les vois sur leur téléphone. Donc je pense que si tu fais une série, moi j'ai fait une série en Inde, je me rappelle il y a quelques années sur des vendeurs dans les petites cabanes, dans les toutes petites cabanes à Benares.
avoir un nazi. Et j'avais fait plein de séries comme ça. Mais je suis sûr que maintenant, tu refais la même, ils ont tous un téléphone à la main. Là, pour le coup, tu vois, c'est l'autre côté. Ouais, c'est vrai. C'est que tu pourras les avoir, mais il n'y aura pas le côté spontané d'avant avec soit un regard, soit une méfiance, soit un machin. Là, tu les auras tous keblo. Ouais, c'est vrai. Mais t'as raison, tu pointes du doigt un paradoxe qui est que les gens adorent se prendre en photo, les selfies, mettre ça librement sur les réseaux, et en même temps être super méfiant même sur ce qu'on fait de leurs données et de leur image. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Revenons un peu sur la question des écoles de journalisme, parce que toi, tu en as fait une, tu as suivi un cursus à l'EJT, à l'école de journalisme de Toulouse. C'est la seule d'ailleurs qui est reconnue par la profession à Toulouse. Et aujourd'hui, tu donnes des cours dans une autre école. Quel regard tu portes, toi, sur la formation des journalistes ? Et est-ce que, par exemple, il y a vraiment beaucoup de différence entre l'époque où toi, tu étais sur les bancs de l'école et où maintenant, tu vois l'enseignement qui est donné aux jeunes ? Alors, sur l'enseignement, je pense que limite, par rapport à moi, mes débuts, je pense que ça s'est bien amélioré. Je pense que au début, c'était, par exemple, le JT, je pense que ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Oui, il a fallu des années pour qu'ils mettent en place, qu'il y ait vraiment des intervenants qui soient de la profession, ou voilà. Moi, quand j'y étais, ça prenait son envol, donc c'était les balbutiements. Après, quand j'en suis sorti, c'était vraiment bien. C'était vraiment, voilà, c'était à l'époque où ça allait être reconnu même. Donc c'était bien. Moi, j'ai vu le début, vraiment, de l'EJT. Donc là, vraiment, l'EJT, c'est le top, c'est sûr. Moi, là où je donne des cours, c'est dans le groupe IGS à l'ISCPA, donc c'est une structure qui fait du journalisme. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment bien drivé. Il y a beaucoup d'intervenants de la profession que je connais, que je vois. Des gens connus de la télévision qui viennent aussi de chaînes très connues, qui viennent faire des interviews. Donc en fait, ils sont vraiment bien accompagnés. Les étudiants, on peut pas nier. Après, je pense que ils ont moins le déclic que nous, on avait à l'époque, puisque nous, on n'avait pas de téléphone portable. Voilà, on revient à cet outil-là. Donc eux, pareil, ils n'ont pas la culture papier. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, on avait une salle de presse, on avait tous les journaux. À l'époque, il y en avait même 2-3 en plus, je crois, maintenant, avec le Quotidien de Paris, voilà, les Échos, La Croix, l'UMA, Le Monde, Libé. Et donc, on se faisait un petit peu, une revue de presse, voire on en prenait en cours pour lire des trucs et tout ça, et ça servait. Et vraiment, on avait la culture d'avoir un journal le matin au moins dans les mains, et surtout d'avoir écouté la radio avant de venir. Voilà, ça c'était le truc. Et voire même, moi je me rappelle de regarder des fois même les JT de Pernod, même si voilà, mais t'apprenais des infos, faut pas croire, dans les JT de Pernod, t'apprends plein d'infos parce qu'ils ont des super correspondants. Faut jamais nier ça, ils ont des super correspondants très locaux, qui connaissent bien les sujets, même s'ils les refont chaque année, il y a des bons sujets. Et tout ça, ça permettait d'avoir en fait une culture générale et une culture des infos. Et à le JT, on avait des QCM le matin sur des questions d'actu, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé, qui a voté quoi, qui a couru quoi, enfin, que ce soit le sport, toutes les infos gênées, tout ce que tu veux. Et là, c'est sûr que c'est pas la même dynamique. Donc moi, je peux pas nier que je suis un peu surpris de voir que d'année en année, ils écoutent pas trop la radio. Il n'y a pas le France Info le matin ou les autres chaînes généralistes, il n'y a pas vraiment on va le faire. Il n'y a pas la dynamique. Et après, au niveau du papier, ils lisent pas tous, ou alors s'ils disent ce qu'ils disent, c'est sur leur téléphone. Voilà. Et donc c'est pas avec des surtitres qu'on apprend vraiment plein de choses, quoi. Tu vois, je veux dire, un article de presse, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça te permet de te poser, de lire. Normalement, s'il est bien fait, tu as un peu la synthèse, tu as des interviews qui donnent leurs différents avis, l'envie du journaliste, et tout ça, ça permet d'avoir des infos, plein d'infos, quoi, voire de le vivre. Alors que là, eux, ils disent les headlines, quoi, donc c'est pas très... voilà, c'est des headlines, quoi. Et au niveau de la culture générale, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre de beaucoup d'écoles de journalisme. Moi, je le vois quand je donne des cours à Sciences Po en journalisme aussi, et encore, Sciences Po, je trouve assez préservé parce que comme ça reste un diplôme assez transuniversitaire, on va dire, il y a plein de matières différentes et la culture générale est super importante. Les gens sont un peu plus armés, mais à l'EJT ou dans des écoles privées, j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas énormément mis en avant. T'en penses quoi, toi, de ça ? Ah si, ils ont une salle avec des livres, si, quand même, si, on leur rabâche, si, bien sûr. Non, ils ont tout ce qu'ils veulent pour le faire, c'est sûr. Ah non, ils ont une salle avec ils reçoivent les journaux, la PQR, si tu veux, tu peux tout. Ils ont un abonnement pour Médiacité, par exemple. Ils ont les codes, normalement, avec l'école. Non, ils ont vraiment, bien sûr. Non.
les écoles sont censées le faire à mort, hein, ça, pour justement les imprégner. Mais après, on va pas te faire écouter France Info chez toi, tu vois. Ah, je pensais plus, pas forcément sur la presse, mais plus sur de la culture générale. La culture générale, c'est basique, ça aussi. tu vois. Bah oui, mais c'est ça. Après, ils font pas mal d'interventions. Il y a des intervenants qui viennent régulièrement sur différentes thématiques, différentes structures. Non, moi je pense que à ce niveau-là, non, ils sont bien entourés. Alors, il y a un phénomène qu'on a vu apparaître là, il y a quelques temps, c'est assez récent. Suite au livre de, j'ai oublié son nom, un sociologue là, qui a fait une interview, qui a interviewé des dizaines de photographes, notamment des photographes qui ont la trentaine et qui ont abandonné cette profession parce qu'ils n'y arrivaient plus à gérer leur vie personnelle, ils partaient en burn-out, etc. Et ça, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, qui existait déjà sans te vieillir de ton temps, il y a 20 ans, et qui était camouflé parce qu'en fait on n'en parlait pas comme aujourd'hui, on peut parler plus facilement du burn-out, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est un truc qui est symptomatique de cette génération, de maintenant? Je pense qu'il y a toujours, peut-être toujours un peu des galériens, des winners et des losers, mais ça c'est, je sais pas. Non, je pense que plus sérieusement, l'époque avant, moi je l'ai pas vraiment connu, moi j'ai connu toute la fin. Je suis encore mal né, quoi, mais même si je suis vieux. Non, mais il y a une époque où c'est sûr que les gars, ils n'avaient pas la même, quoi. Ils allaient voir les rédacs, ils disaient tiens, on va faire tel reportage. Alors c'était pas courant pour tout le monde, mais fallait y oser. Mais il y avait moins de personnes dans la profession, si tu veux. Donc c'était plus compliqué aussi. Donc en fait, ceux qui avaient vraiment le contact, les réseaux, ils allaient pouvoir faire des reportages ou proposer des reportages, faire des amitiés avec les gens des rédactions. Ils se connaissaient tous, ils se voyaient plus. C'était un monde peut-être moins grand que maintenant, mais qui se voyait peut-être plus souvent aussi. Voilà. C'est sûr, parce que j'ai l'impression que, par exemple, en termes de nombre de cartes de presse, j'ai l'impression que justement, on va plus vers de la baisse. Tu vois, la commission de la carte de presse, tous les ans, c'est de dire, on a encore 34, 35 000 encartés. À l'époque, on avait plus quand même. Ah, ça, tu parles des journalistes en totalité? Ouais, là, par contre, oui. effectivement, je sors un peu du cadre photo pour qu'on parle plus du journalisme et de cette vision qu'on a du métier, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a une génération aujourd'hui qui va plus facilement lâcher l'affaire parce que tu vois, les questions de burn-out, de l'inconfort au travail, etc., c'est quelque chose qu'on voit dans plein de métiers différents. Tu vois, on en parlait, je pense les premiers articles de presse parlaient des suicides chez France Télécom, tu vois, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, toutes les professions sont concernées, presque. Et le journalisme, c'était pas forcément vraiment dit, en fait, au début. Après, alors, pour répondre à ta question, il y a deux trucs. Je pense que, premier truc, je vais parler sur la photo. Je pense que la photo, dans les années 80, les mecs étaient bien, il y avait des enveloppes, les frais étaient bien payés. Et c'est vrai qu'il y avait des commandes et il y avait moins de monde. Voilà, c'était l'argentique, ils avaient un réseau, et voilà. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Voilà, ça, c'est sûr. Et puis, il y a moins de correspondants aussi. À l'époque, il n'y avait pas des gens qui te transmettaient du pays. On partait d'ici pour y aller. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Après, au niveau du nombre de journalistes, au niveau de cartes de presse, oui, peut-être qu'il y a moins de cartes de presse. Alors après, c'est vrai que la commission, ils sont regardants, hein, tant mieux en même temps pour sécuriser, mais voilà, moi je sais qu'ils sont regardants. Il y a peut-être plein de paradoxes, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de journalisme qui se créent. Donc c'est ça qui est bizarre. Par rapport à avant, il n'y en avait pas. Quand tu étais journaliste, c'est que tu avais fait, toi tu as fait Sciences Po, moi j'avais fait un peu d'histoire, mais j'ai quand même fait une école de journalisme, parce qu'il y en a une qui s'était créée. Mais grosso modo, c'était pas comme maintenant, il y en a un peu partout, des BTS, etc., etc. Et paradoxalement, avec toutes les chaînes télé, non, ça peut faire aussi des journalistes. Donc tout ça, je suis pas à la commission, je sais pas trop. Il faudrait voir en fait les stats. Mais j'ai vu qu'il y avait une fois, je l'ai regardé quand même, ça m'intéresse. Et j'avais vu qu'il y avait une grosse majorité de journalistes dans la région Ouest, par exemple. Tu vois, le Grand Ouest, ça avait vraiment une grosse tout Ouest France, etc. Là, il y avait beaucoup de cartes de presse. J'avais vu vite fait les stats. C'était une des régions les plus, où il y avait vraiment beaucoup de journalistes encartés. Après, non, je peux pas répondre à la question, mais c'est sûr que c'est compliqué pour les pigistes, c'est compliqué. Moi, j'en connais, oui. T'es obligé de faire d'autres métiers. Alors là, on parle photo-texte. Hein. Oui, c'est très compliqué, évidemment. Oui, c'est un boulot. T'as pas vraiment d'horaire, tu bosses tout le temps dans ta tête, puisqu'il faut trouver les sujets, mettre en place les trucs. Tu sais comment c'est, Fred, t'es à peu près pareil. C'est ce que j'explique à l'école. Hein. C'est 24 heures sur 24, il y a 7 jours sur 7, c'est tout le temps. En fait, quelque part, tu vas te dire, tiens, je vais prendre quelques jours de vacances, mais n'empêche que dans ta tête, toi, tu vas réfléchir à des sujets. Soit même quelqu'un peut t'appeler. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en vacances avec les filles
et d'avoir une commande qui était assez intéressante. Donc j'ai dit bah ok, je la fais et j'ai fait l'aller-retour pour faire la commande quoi. Ça m'est arrivé 2 fois même, ouais. Une fois, oui, 2 fois et bon bah j'ai dit ok, je vous laisse 2 jours là, vite fait, tac tac, je fais la commande et je reviens parce que parce que je pouvais pas refuser la commande. Parce qu'on vit aussi, si t'as pas une petite faille, voilà, c'est du jour le jour, oui, puisqu'on n'a pas de, comme tu l'as dit, hein, moi j'ai pas de CDI, donc c'est du jour le jour. Et t'attends d'être payé en fonction des clients. Certains c'est 30, 45 jours, voilà, donc il faut jongler avec tout ça. Donc c'est sûr que pour tenir, c'est vraiment pas évident. Ça c'est clair. Ouais, puis du coup, c'est pas simple parce qu'en plus, j'ai l'impression que vu qu'on est dans un univers, enfin, on est dans un monde où on a une époque où on communique plus facilement et on a accès à beaucoup plus d'informations. Le fait peut-être de voir sur Instagram toute la journée des gens qui réussissent, tu vois, entre guillemets, ou qui gagnent de l'argent, ou qui ont un confort de vie, parce qu'on montre que le meilleur sur cette plateforme, derrière la réalité d'un métier comme celui-ci où tu dis, comme tu dis, il faut tout le temps bosser, enfin, faut tout le temps sortir les doigts, quoi, il n'y a pas 50 solutions. Ben, c'est peut-être plus... Enfin, le gap entre les deux est énorme, en fait. Tu vois. C'est intéressant. Parlons un peu de news et de documentaire, parce que toi, tu étais un photographe qui vient du news, mais en même temps qui a commencé par des sujets aussi au long cours ou de grands reportages, et tu as toujours fait un peu les deux. Déjà, première question, est-ce que c'est antinomique, tu vois ? Il y a des gens qui se lancent dans la photo en se disant « je veux faire du documentaire, être dans National Geographic, faire ce que les gens font chez Magnum, etc. » Et du coup, j'ai pas envie de faire de la manif, j'ai pas envie de faire de l'illustration, du news, etc. Et du coup, qui voient vraiment une différence entre les deux. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les deux ? Et est-ce que tu penses que c'est... Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, je vais être honnête. Comme moi, voilà, on parlait du journalisme, moi vraiment, j'ai l'âme du journaliste. Voilà, moi j'ai ce truc, idée, sujet, envie de le faire, envie d'aller à la rencontre des gens, envie de comprendre. Voilà, c'est ma curiosité. Donc ma curiosité, et finalement l'appareil photo est devenu un prétexte pour étouffer, j'avais y arrivé, 1, 2, 3, soleil, satisfaire ma curiosité, voilà. Donc ce prétexte, l'appareil photo, je me planque un peu, ça a peut-être un petit côté un peu lâche, voilà, je me planque derrière mon appareil photo et j'emmagasine ces photos, voilà, parce que moi, voilà, la photo me parle, voilà, je trouve que c'est l'instant décisif, des fois me capture et d'arriver à en mettre en quelques images une histoire, je trouve ça génial, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un prétexte. Et pour le coup, comme je suis curieux d'un peu tout, toutes les thématiques vont m'intéresser. Alors évidemment, comme je suis journaliste, le hot news fait partie, c'est le b.a.-ba, hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, et ça, il faut le savoir. Et après, derrière le hot news se cache la possibilité, si le temps t'en est donné, si tu trouves le support qui va pouvoir t'aider à le diffuser, de faire du magazine et du long terme. Et ça, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, ça, je l'ai compris direct. C'est pour ça que je suis parti tout seul, sans qu'on me commande, pour faire mes sujets. Et c'est là que j'ai énormément appris aussi. Énormément appris parce que le long terme, c'est toujours vraiment fascinant, quoi. C'est fascinant pour plein de choses, quoi. Et donc, est-ce que c'est antinomique ? Pas du tout, déjà, je pense, parce que en mon sens, tout est complémentaire, tu vois. Même je me suis mis depuis quelques années, parce que j'avais des commandes pour une agence de presse, à faire du sport. Bon, moi, je m'étais toujours dit, ouais, le sport non. Puis j'en ai fait, en fait, même pour 20 minutes, j'avais fait des sports un peu insolites, avec du horseball, du water polo, tu vois, pas des sports forcément foot, rugby. Puis en fait, en m'y mettant, maintenant, j'ai trouvé un délire en le faisant. Tu vois, donc, et puis je trouve que c'est me dire, tiens, si je fais un match et que j'arrive à sortir, je sais pas, 4-5 images du match super classe, bon, c'est hyper compliqué, j'y arrive jamais quasi, mais des vraies belles images, voilà. La dernière fois, par exemple, j'ai essayé un full filet parce que le match du TFC était nul, et ça, c'est un challenge. Donc, en fait, voilà, c'est un délire perso, donc, c'est se retrouver sur des événements, tu vois, un match de foot, des fois ça peut être un événement intéressant, à le vivre tout le temps en commande, non, ça me saoulerait, ouais, je suis d'accord. Voilà, moi j'aime bien être libre de me dire, je vais le faire, voilà, je vais pas faire que journaliste sportif, ça je pourrais pas. Oui, journaliste pour travailler pour National Geographic, ouais, je le ferai tout le temps, bien sûr. Mais là c'est plus compliqué. Mais en vrai, voilà, pour moi tout peut se conjuguer. Je peux passer vraiment me dire, je vais faire un sujet. Puis même en même temps, ça peut devenir documentaire. Si tu fais un an de Gilets jaunes, à la fin, c'est du documentaire. Et pourtant, ça a été du hot news sur tous les samedis. Tu vois, les deux sont pas antinomiques finalement. Ouais, et puis au final, en plus, les magazines vont prendre des sujets qui sont faits au long cours, des sujets un peu documentaires, que
s'il y a une actualité derrière, au final. Ils vont pas faire ça pour le plaisir d'aller parler de tel village au fin fond de l'Afrique, ou je sais pas trop quoi. Il faut qu'il y ait une actualité, il faut que les gens en parlent en fait de ça. Toujours. Ou il faut qu'il y ait quelque chose qui se rapproche soit d'une actu, soit d'un lien avec le pays, d'un lien avec une personne, d'un lien avec l'actu. Oui, tout à fait. Bah oui, ça peut pas être. Ou alors c'est vraiment le côté waouh. Mais des fois il y a des sujets. Moi je propose souvent des sujets qui sont pas forcément. Mais pour moi tout sujet est intéressant en vrai. Hein. Après le problème c'est qu'il faut trouver les diffuseurs, voilà, qui vont aller dans ce sens-là, quoi. Là, tu mets le doigt sur un truc qui est super important et je pense qui explique que beaucoup de gens n'arrivent pas à vendre des sujets, c'est que ce que nous on pense être intéressant, ce qu'on trouve intéressant, bah, c'est pas forcément ce qu'un rédacteur en chef va trouver intéressant et encore moins ce qu'un lecteur va trouver intéressant. Comment tu fais, toi qui as eu une expérience en rédaction aussi assez longue de plusieurs années, moi, je me rappellerai toujours quand j'étais en stage avec toi et je te voyais le matin, le premier truc que tu faisais, comme les autres journalistes de la rédaction, c'était lire les mails. Et en fait, supprimer les mails, tu avais un doigt sur la touche du bas et un doigt sur la touche supre. Et en fait, tu avais genre reçu 200 mails dans la nuit et tu étais en train de faire delete. Ah, ça c'est pas mal. Delete. Comment tu faisais pour calculer, pour dire ça va être intéressant? Tu vois, tu vois le truc passer de la ZAD, tu te dis ça, putain, c'est intéressant, alors que c'est un communiqué de presse, peut-être écrit avec les pieds. Tu te dis, mais. Eh ben parce que c'était une forme, parce que quand ça pour le coup, je peux pas vraiment te dire, c'est un peu. C'est parce qu'en fait, quand tu es journaliste, tu vas chercher des sujets. Alors après, ça dépend. Moi, j'étais plus libre que mes collègues qui, elles devaient vraiment remplir le truc. Donc voilà, je passais le temps sur des sujets peut-être qui étaient moins, un peu plus alternatifs, on va dire. Celui-là, il paraissait alternatif, effectivement. Mais après, comment on va trouver un sujet Ou comment tu vas te dire que ça, c'est une bonne histoire? Ah, tu vois? En fait, comment tu vas te dire que c'est une bonne histoire? Des fois, tu sais pas comment ça va être une histoire. Il y a des sujets, tu sais pas vraiment. Je réfléchis à ce que tu me dis pendant ce temps. Ou pour t'aiguiller, comment tu vas te dire ça, tu vois passer un fait d'actualité où tu te dis, putain, une bonne façon de raconter l'histoire, ça serait de faire ça, ou alors ça, c'est un truc dont on va parler, ou ça a du sens de l'avoir en photo de telle façon, etc. Après, moi, je suis pas très bon pour être bankable, comme on dit. Hein. Moi, c'est vraiment ma curiosité. J'ai une idée de sujet. Ma première idée de sujet, tu vois, était pas très bankable. C'était les missionnaires en Afrique. C'était ma première idée de sujet pour partir faire un reportage à l'étranger. Mais c'est juste parce que j'ai vu une photo noir et blanc d'un missionnaire en Afrique, je me suis dit, mais que sont-ils devenus? Tu vois, je suis parti d'une phrase. Voilà. Après, maintenant, j'en connais gavé sur les missionnaires les pères blancs. Tu vois, parce que j'ai travaillé pendant 6 mois dessus, un peu plus même, hein, on va dire une bonne année. Mais voilà, c'était une question je me suis posé la question, voilà, et j'ai voulu y répondre. Et souvent, les sujets, c'est comme ça, c'est ce qui m'attire. Par exemple, ça y est, on en a parlé tout à l'heure, donc je peux revenir dessus, sur ce qui est passé dans l'Aude, ça m'a beaucoup touché, voilà, j'ai vu passer peut-être un article vite fait. Là, des fois, c'est parce que je reçois pas que des mails qui m'envoient sur des sujets. Donc là, j'ai vu passer un article vite fait sur ce qui passait à Salsigne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller? Voilà. Et là, j'ai mis en place l'idée, comment mettre en place. Là, pour le coup, essayer de vraiment faire un reportage qu'on allait diffuser, pas y aller tout seul. Donc ça a fonctionné grâce à Médiacité. Par exemple, avec Médiacité, souvent, j'ai des idées de sujets, je lui propose et ça fonctionne comme ça, ouais. Pour terminer cet échange, je pose toujours la question à nos intervenants sur quel est le conseil que tu aimerais partager et peut-être un conseil qu'on t'a donné toi quand tu t'es lancé au cours de ta carrière. S'il y a un conseil que tu te rappelles vraiment bien et que tu aimerais partager pour aider les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Dans la photographie, pour revenir à la photographie? Ouais, photojournalisme, on va dire, au sens large peut-être. Moi, quand j'ai commencé au début, c'était dur. Hein. On ne peut pas dire que les mecs de mon époque, ils nous encourageaient trop, vraiment. Ils étaient plutôt... c'était la dure. Hein. On cochait ton nom, je me rappelle. Il y avait des trucs, c'était un peu bizarre dans les rédacs. Mais ce qu'on m'a dit, et ça, je l'ai vraiment écouté, c'était avec un grand photographe que j'admire beaucoup, qui est plutôt artistique pour le coup. Mais ça m'a été redit par d'autres. C'est mange du film. Voilà, mange du film à l'époque, parce qu'on utilisait du film. Et donc, je lui ai dit, mais comment voilà, les photos? Il fait, tu manges du film. C'est-à-dire que tu fais des photos, tu fais des photos. Et c'est un peu...
Voilà, c'est un peu dans toutes les disciplines, hein. Tu vas apprendre à jongler, ben voilà, jongle, et puis tu vas bien jongler un jour, parce que tout le monde peut le faire. La photo, je pense que si tu en as envie, que tu as vraiment quelque chose, tu as envie de dire, voilà, ben, il faut manger du film. Maintenant, c'est manger du pixel. Manger de la carte mémoire. Voilà. Et après, ça dépend du secteur d'activité que tu veux faire dans la photo, mais oui, aller faire des rencontres, manger du pixel. Est-ce que c'est suffisant dans le sens où aujourd'hui faire des bonnes photos c'est quand même devenu super simple comparé à l'époque où il fallait avoir un esprit technique pour faire développer ses photos, utiliser un argentique, une fois sur deux tu risquais de faire ta photo mal parce que t'as pas les bons ISO, les machins. Aujourd'hui avec un téléphone ou avec un boîtier d'entrée de gamme Canon, Nikon, etc. ou Fuji, tu peux faire des photos très facilement. T'as tout à fait raison. Là, j'ai pensé vraiment en termes de je débute la photo, qu'est-ce qu'il faut faire. T'as raison. Donc là, on va plutôt dire, moi, je vais dire dans le métier de journaliste, hein, on va juste te dire ça comme ça. Pour le coup, je vais être plus clair. Moi, je pense qu'il faut juste être curieux, patient et à l'écoute. Voilà, curieux, patient et à l'écoute et passionné. Mais ça, normalement, si tu t'engages dans cette voie-là, tu sais déjà à tes risques et périls vers quoi tu vas. Donc je pense qu'il y a une forme de passion. Parce que pour tenir, il faut vraiment la passion, quoi. Voilà. C'est une très bonne conclusion, un très bon conseil. Merci pour toutes ces infos. Et puis on retrouve du coup ton nouveau livre aux éditions Le Corridor, c'est ça ? Corridor éléphant, ouais. Et puis moi je l'ai commandé ce livre et donc j'ai hâte de le feuilleter, de l'avoir dans la bibliothèque. Donc bravo pour ton boulot et puis à bientôt. Merci beaucoup Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.